Bonjour à tous, capsule juridique numéro 246 du 5 mai 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Espagne, des USA, de la Suisse et de l'Angleterre. En Espagne tout d'abord, la Cour suprême a ordonné une enquête sur plus d'un demi-million d'euros de paiements versés à un ancien ministre nommé José Luis Ábalos Meco, avec des justifications obscures telles que revenus exonérés ou indemnités journalières. L'information était diffusée bien sûr par l'association Liberum sur son compte Telegram. Elle précisait que la Guardia Civile ne trouvait aucune trace de ces paiements sur le compte bancaire de l'intéressé, donc on sait d'où sortaient les paiements, les caisses de l'État, mais pas où les fonds étaient envoyés. Et à partir de cette nouvelle, j'ai pu retrouver un article qui précise aussi que tous ces paiements datent de 2018 et 2019, alors que l'individu était ministre des Transports et sont donc suspectés bien sûr d'être liés à un vaste système de corruption, le nettoyage continu, et c'est très bien. Aux USA à présent, certaines revues médicales, nous apprend NBC, se plaignent d'un harcèlement, je vous mets ça entre guillemets, du ministère de la Justice. Des courriers venant de ce ministère ont en effet été envoyés pour questionner les pratiques éditoriales du British Medical Journal et du Lancet notamment. Il s'agit de poser des questions afin d'évaluer les mesures prises pour inclure des points de vue concurrents de la doxa officielle pendant la crise Covid et de, je cite, protéger le public de la désinformation. Fin de citation. Sans présumer de quelque façon que ce soit de la direction qui sera prise par cette enquête, il y a une différence entre appliquer le principe de la liberté d'expression, qui est bien sûr la défense des revues destinataires de ces lettres, et publier exclusivement des articles scientifiques potentiellement trompeurs, sans accorder de voix aux scientifiques qui ne partagent pas la thèse officielle. Affaire à suivre donc, et en attendant, NBC crie bien sûr au scandale, à l'intimidation, et estime que, je cite, la science américaine est violemment démembrée par l'administration Trump. Fin de citation. Alors tout dépend sans doute de ce qu'on appelle la science, là c'est moi qui précise. Et sur un autre site qui offre une vue nettement moins mainstream, un auteur nous dit ceci, je cite, « Ces lettres envoyées par le procureur fédéral par intérim Ed Martin soulevaient des inquiétudes légitimes quant à la partialité, au manque de transparence et à la présentation impartiale par ces revues de points de vue scientifiques concurrents, notamment sur des sujets tels que les politiques et les traitements contre la Covid-19. L'objectif principal de cette partialité était de supprimer toute nouvelle étude sur les thérapies combinées précoces et les rapports sur la faible efficacité et les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19. En substance, ces revues sont devenues des supports promotionnels pour les vaccins. Aucune des grandes revues n'a publié de manuscrits concluant que les risques l'emportaient sur les avantages de la vaccination, malgré des articles plus complets publiés ailleurs et établissant la vérité. Par conséquent, le lectorat médical et le grand public ont été dupés en croyant que les vaccins contre la Covid-19 étaient sûrs et efficaces, alors que rien n'est plus faux. Fin de citation. Je vous mets évidemment tous les liens sous ma capsule. L'article poursuit en donnant les références de deux importantes études sur les dangers des injections, lesquelles par contre n'ont bien sûr pas été acceptées dans les revues destinataires des lettres envoyées par le ministère de la Justice. Cet article est très complet et très bien construit, donc je vous en conseille la lecture. Je parle évidemment du second et pas de celui de NBC, affaire à suivre. Aux USA toujours, la Floride devient le premier État non seulement à interdire mais aussi à criminaliser toute modification météorologique et toute opération de géo-ingénierie. La loi qui a été votée le 30 avril s'intitule « Loi relative à la géo-ingénierie et à la météorologie ». Elle prévoit notamment, je cite, « l'injection, la libération ou la dispersion par quelque moyen que ce soit d'un produit chimique, un composé chimique, une substance ou un appareil dans l'atmosphère à l'intérieur des frontières de cet État dans le but d'influencer la température, la météo, le climat ou l'intensité du soleil est interdite. » Fin de citation. Et toute personne, qu'il s'agisse d'une personne de droit privé, comme une société ou de droit public, qui se livre à une telle activité, encourt une amende pouvant aller jusqu'à $100,000. Une peine d'emprisonnement jusqu'à 5 ans peut aussi être prononcée. La loi prévoit également que quiconque observe une activité de ce genre doit être en mesure de la signaler et que le ministère des Transports doit mettre à disposition des formulaires en ligne ainsi qu'une adresse mail accessible. Il est aussi prévu que le département compétent doit enquêter sur tout rapport qui justifie une enquête approfondie et doit transmettre les rapports au ministère de la Santé. Cela ouvrira sans doute la voie à d'autres États qui ont manifesté l'intention d'aller dans le même sens. Une liste avait circulé notamment sur le compte Twitter de RFK Junior et est reprise sur le site de François à l'adresse dont je mets le lien sous ma capsule. Et si tous vont dans le même sens, des législations identiques ou comparables pourront être votées dans les États suivants: Alabama, Arizona, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island,
South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, West Virginia et Wyoming. Ça fait une belle série. Et pour la Floride, qui était dans la liste, c'est donc à présent chose faite. Aux USA encore, le site de l'association Children's Health Defense informait le 30 avril de ce que le nouveau dirigeant de la FDA, Marty Makary, avait annoncé quelques jours plus tôt que désormais la FDA n'approuverait pas les rappels d'injection Covid sans, entre guillemets, de bonnes données, donc des données statistiques et des vrais essais. Donc ne hurlez pas tout de suite en m'expliquant qu'il ne faudrait pas les approuver du tout, on le sait tous. Ne perdez pas de vue que pour bon nombre d'individus, cette opération des injections Covid reste un succès. Je ne parle pas de ceux qui s'en sont mis plein les poches, aussi d'ailleurs, mais plutôt de ceux qui sont persuadés que tout va bien et que ces injections sont sûres. On en a tous dans notre entourage et encore bien plus qu'il ne faudrait. S'il est expliqué immédiatement que tout sera refusé, il reste suffisamment de citoyens aux USA pour venir hurler dans les rues et provoquer une révolution. Mais s'il est indiqué qu'il faudra, ce qui est quand même la base de la science, des données sérieuses sur la sécurité, aucun citoyen ne peut raisonnablement contester la nécessité d'une telle obligation. Ceux qui sont toujours convaincus de l'utilité de ces injections n'auront de leur côté aucun doute sur le fait que les données sont excellentes et puis découvriront le reste ensuite, step by step. Et nous arrivons au même résultat, mais sans provoquer de guerre civile au sens figuré, ou peut-être même d'ailleurs au sens propre, vu la polarisation actuelle de toutes les populations. Donc ceci est une annonce importante. Sujet à suivre également, et je vous mets sous ma capsule le lien vers l'article. Aux USA toujours, un procureur a mis en demeure la fondation Wikimedia, qui exploite le site Wikipédia, de démontrer dans un délai de 3 semaines quelles mesures elle met en œuvre pour lutter contre la désinformation. L'article du magazine Le Point en France qui évoquait cette information rappelait que l'éditeur de Wikipédia est une fondation. En tant que telle, elle est soumise à un régime fiscal avantageux, mais doit en contrepartie respecter certaines obligations de neutralité et de transparence, ce que rappelait le procureur dans son courrier. Ce qui est possiblement amusant, c'est la double lecture de cette information, parce que j'imagine que certains vont y voir une super bonne nouvelle et la fin annoncée des antivax, même si ce sont parfois des scientifiques réputés, la fin des Trumpistes, la fin des climato-sceptiques, la fin des poutinistes ou que sais-je, alors qu'en pratique, ces contenus-là sont déjà le plus souvent censurés par Wikipédia. Donc en réalité, il se pourrait bien que cette procédure débouche sur quelque chose qui ne plairait pas du tout à ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui, notamment les rédacteurs de ce magazine et les lecteurs. Donc affaire à suivre, on verra bien quels sont les types de désinformation, entre guillemets, qui sont réellement poursuivis. En Suisse, à présent, le vent tourne et la tempête se lève pour le gourou de Davos. Obligé de démissionner des fonctions qu'il exerçait encore au sein du World Economic Forum, Klaus Schwab fait à présent l'objet d'enquêtes, de même que son épouse d'ailleurs, pour d'importants détournements de fonds. Ce qui est encore plus révélateur de ce que les choses évoluent, c'est que l'agence de presse Reuters n'a plus le choix, elle doit en parler aussi. Et les journaux à travers le monde, y compris ceux que lisent les gens qui dorment encore, vont au moins découvrir qui est Schwab. Sans vous mentir, personne dans ma famille, il y a encore quelques mois, ne connaissait l'existence ni du World Economic Forum, ni de son gourou. Dans l'immédiat, ils se diront sans doute « Oh, encore une corruption de plus », mais c'est un premier pas vers autre chose. Alors que le Schwab a sans doute un avantage certain, j'imagine que s'il est persuadé de sa propre annonce « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », ça lui posera aucun problème que ses biens soient potentiellement saisis et qu'il se retrouve dans une cellule avec très peu de possessions autour de lui et très peu de place pour en profiter. Affaire à suivre. Pour être complète, je précise qu'il nie les accusations et je vous mets sous ma capsule quelques liens vers des articles de la RTS, donc la radio-télévision suisse, qui est géographiquement la première concernée. En Angleterre à présent, une juge qui siégeait au tribunal pénal international pour l'ONU, ainsi qu'à la haute cour ougandaise, vient d'être condamnée pour esclavage moderne au préjudice d'une employée de maison. D'origine ougandaise, cette juge, qui se nomme Lydia Mugambe, est âgée de 50 ans, et une juridiction d'Oxford vient de la condamner à 6 ans et 4 mois de prison pour des délits d'immigration illégale et d'esclavage moderne. Je vous lis un extrait du site internet britannique qui a relayé cette information. Je cite. À l'issue d'un procès qui s'est déroulé en février et mars de cette année, un jury a déclaré Mugambe coupable de un chef d'accusation de complot en vue de commettre un acte visant à faciliter la commission d'une violation de la loi britannique sur l'immigration par un ressortissant non britannique, un chef d'accusation pour avoir exigé d'une personne qu'elle accomplisse un travail forcé ou obligatoire, un chef d'accusation de complot en vue d'intimider un témoin, et un chef d'accusation d'organisation ou de facilitation du voyage d'une autre personne en vue de son exploitation. Fin de citation.
L'article précise également que les faits avaient pu être mis en évidence suite à une dénonciation en février 2023, donc 2 ans avant le début du procès, qui lui s'est tenu en février-mars de cette année, donc 2025. Au moment de son arrestation, la juge s'était retranchée derrière ses passeports diplomatiques. Une vidéo avait circulé, traduite notamment par Jocelyne Poliak, et repostée récemment sur son canal Telegram, donc je mets aussi le lien sous ma capsule. Donc aujourd'hui, justice est faite, et cette esclavagiste-là, toute juge qu'elle ait été, passera quelques années derrière le barreau, sous réserve d'une modification de la sanction en degré d'appel. C'est aussi comme ça que se déroule la lutte contre les trafics humains, et la profession de l'accusé, ici, devrait peut-être faire comprendre à certains endormis que le prestige d'une fonction prétendument respectable n'est absolument pas la garantie d'une moralité à toute épreuve. On le verra aussi dans d'autres affaires encore bien plus dramatiques, puisque les informations sortent de tous les côtés. Je pense notamment aux organismes sociaux qui, aux USA, sont à présent sous les projecteurs pour leur participation très active au trafic d'enfants à des fins notamment sexuelles. Donc patience, tout ça va arriver, en France aussi, même s'il faudra sans doute encore un peu plus de temps. Je pense également toujours pour les USA aux 2 juges qui viennent d'être arrêtés aux USA pour avoir apporté leur aide, notamment en les hébergeant, à des réfugiés clandestins. Ce n'est pas le rôle d'un juge, surtout lorsque ces trafics humains débouchent le plus souvent aussi sur des situations d'esclavage, notamment sexuel. Je vous rappelle aussi que tous ces contenus sont publiés sur mes différents canaux Telegram, notamment celui qui se nomme Le bout du tunnel, et dont je vous remets le lien sous ma capsule. Pour terminer, une petite suggestion de lecture. Je vous avais déjà parlé du premier gros ouvrage de Robert Kennedy Jr. consacré à Anthony Fauci, Bill Gates, etc., notamment dans mes capsules 112, 151 et 179. Ce week-end, j'ai enfin terminé la lecture du second gros pavé, publié en français sous le titre « Labo P4 Wuhan, que nous a-t-on caché? La terrifiante course aux armes biologiques ». Je vous mets sous cette capsule le lien vers l'ouvrage sur le site de l'éditeur, Marco Pieter. Impossible de vous résumer tout l'ouvrage, ce sont à nouveau des centaines de pages dans lesquelles chacune mériterait qu'on creuse ensuite toutes les références données, et il y en a vraiment des milliers. Alors RFK est brillant dans sa façon d'expliquer les choses, et je me félicite presque d'avoir un peu traîné sur cette lecture, car on arrive précisément au moment où tous ces psychopathes du camp d'en face commencent à avoir de très gros problèmes. L'historique de la recherche, entre guillemets, scientifique pour fabriquer des armes de guerre est assez long, et RFK Jr. s'y attelle de façon vraiment méthodique. Parmi les références qu'il cite très souvent, il y a notamment Francis Boyle, ce juriste récemment décédé qui avait participé à la rédaction des traités sur les armes biochimiques et dont l'analyse juridique vient conforter le récit des faits que nous propose Robert Kennedy. Et on a beau s'être tenu informé de façon précise depuis 5 ans sur ces questions, comme c'est mon cas, je vous assure qu'on y trouve à chaque page des éléments qui viennent s'ajouter à la montagne de connaissances déjà accumulées, le tout dans un style direct et précis. Je vais vous lire un petit extrait qui se trouve dans le chapitre 48. Dans ce chapitre, RFK évoque une brillante idée qu'avait eue Peter Daszak, donc EcoHealth Alliance, et qui consistait à inoculer des chauves-souris sauvages d'un vaccin, je vous mets moi-même ça entre guillemets, contre le coronavirus, le tout pour un budget de 14 millions de dollars. Il avait demandé ça à la DARPA, donc à la branche militaire, alors qu'il n'avait jamais prouvé qu'une souche de coronavirus pandémique soit passée de la chauve-souris à l'homme. Bref, à propos de cette demande, et pour illustrer le ton de l'auteur dans l'ensemble de son ouvrage, voici l'extrait que je voulais vous lire. Je cite. « Du point de vue de la santé publique, la demande tirée par les cheveux de Daszak n'a bien sûr aucun sens, même dans le monde bizarre de la virologie, où les fous rivalisent pour obtenir des fonds avec les fanatiques de la théorie des germes, les mercenaires du cartel médical, les psychopathes de l'armement biologique et les charlatans écervelés du monde universitaire. » Fin de citation. C'est en page 339 de l'édition en français de l'ouvrage. Et dans l'historique auquel il se livre, Robert Kennedy n'épargne évidemment personne, ni les gouvernements américains successifs, ni ceux d'autres pays au fil de l'histoire, histoire cette fois-ci avec un grand H. Vers la fin de l'ouvrage, dans le dernier chapitre, il écrit également ceci, je cite. « Les gouvernements et l'industrie adorent les pandémies pour la même raison qu'ils adorent la guerre. Ces crises décuplent leur pouvoir et leur richesse. L'une des préoccupations évidentes de ces agences et entreprises qui créent des virus pandémiques sur mesure dans le cadre d'expériences classifiées menées dans des laboratoires clandestins et dans des conditions de secret absolu est que chacun de ces acteurs tirera d'énormes profits si l'un de leurs virus s'échappe et précipite une contagion mondiale. Nous avons vu lors de la pandémie de Covid-19 comment les sociétés pharmaceutiques ont gagné des milliards. Les agences de renseignement, de santé et militaires ont vu leur budget augmenter à mesure que leur pouvoir mondial et le contrôle sur la population américaine s'étendaient au-delà de tout entendement. De puissantes institutions financières comme BlackRock, Vanguard, State Street et les banques ont profité de la dette cumulée et de leur contrôle des systèmes hospitaliers et des médias.
Nous devons reconnaître ce fait essentiel. Si un gouvernement et ses puissantes entreprises partenaires savent qu'un certain type de crise augmentera leur pouvoir et leur richesse, alors ils précipiteront ce type de crise. » Fin de citation. Et je termine avec un paragraphe sorti cette fois de la postface. Je cite « Cependant, un autre avenir est possible, un avenir dans lequel les bio-élites ont à répondre de leurs actes, où les citoyens retrouvent leurs droits et où la Constitution est rétablie dans la prééminence qu'elle devrait avoir. Ce n'est qu'alors que le règne de la peur s'achèvera par le triomphe de la liberté. » Fin de citation. S'il n'y a que 2 livres que vous devez lire pour comprendre l'ensemble du merdier dans lequel on se trouve depuis 5 ans, et même bien plus, ce sont dans l'ordre ces 2 pavés que Robert Kennedy nous a concoctés. Lisez-les dans l'ordre de leur publication, car le second fait très souvent référence au premier, et vous allez mieux comprendre le second si vous avez déjà les données du premier. Foncez, surtout faites-les lire autour de vous également. Alors j'ai pas d'action chez l'éditeur Marco Pieter, mais son catalogue est juste incroyable. Et s'il vous venait à l'idée de passer par une multinationale de la vente de livres pour ces 2-là, juste pour économiser des frais de port, ce serait dommage, parce qu'à partir de 12 ouvrages, l'éditeur vous offre les frais de port, en plus de la réduction de 5% qu'il fait pour les commandes sur son site. Donc pour ma part, j'en ai déjà acheté une série, j'en ai encore au moins une 30aine dans ma liste de souhaits, et les éditions Marco Pieter sont d'ailleurs pour moi une belle découverte de cette période troublée. Voilà, bonne lecture, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bonne semaine et tenez bon. À bientôt, au revoir.